cap sur la rivière, notre belle rivière l'Assomption et Waro. Donc, je vais commencer par parler de mon organisme, l'organisme de bassin versant l'Assomption. Donc, on est un organisme à but non lucratif de plus de 40 ans. On était anciennement la CARAL, donc la Corporation de l'aménagement de la rivière l'Assomption. On a été reconnu officiellement par le ministère comme un organisme de bassin versant en 2002. Et nous, notre outil fort de travail à tous les jours, c'est le plan directeur de l'eau. Une grande planification stratégique sur 10 ans qui se veut de protéger la rivière, dans le fond. Donc, c'est mettre plein d'actions en place avec différents acteurs du milieu. Donc, autant milieu communautaire, municipal, économique. On s'assoit tous ensemble à la même table, puis on discute des solutions qu'on doit prendre, puis on trouve les différentes étapes pour y arriver. Donc, on a un très grand territoire, on est sur 2 régions administratives, on a 7 sous-bassins versants. Donc, il y a 7 portions de bassins qui s'écoulent dans la rivière l'Assomption. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler un peu de la vie secrète de nos cours d'eau, qu'est-ce qu'on n'y voit pas, les différentes espèces en péril dans nos cours d'eau. Ensuite, on aura une petite pause de 10 minutes. Ensuite, ça sera la partie passer à l'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chacun chez nous pour avoir un impact positif et qu'est-ce que nous, on vous offre comme accompagnement, comme aide. Et ensuite, il y aura une période de questions, d'échanges. Donc, je vais juste mentionner que nos partenaires financiers, c'est le gouvernement du Canada via le programme d'intendance de l'habitat des espèces en péril. On a aussi le programme Faune en danger de la Fondation de la biodiversité et de la faune du Québec et l'appui de la MRC Joliette et l'Assomption. Donc, ce sont nos partenaires financiers qui permettent au projet d'être 100% gratuit. Donc, il y a plusieurs espèces. Là. Vous avez probablement reçu par la poste des grandes affiches qui vous expliquaient un peu. Donc, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main, on peut discuter ensemble. Ma collègue Marie-Pierre est capable de répondre aux questions également. Donc, en termes de petits poissons, on en a 3 principaux qui sont en péril, donc soit en voie d'extinction, menacés, donc on va tout voir leur niveau. Le premier, le dord de sable. Donc, au Québec, il est considéré comme menacé, au Canada également. Il se nourrit principalement de petits invertébrés présents dans le sol. Souvent, il est très dur à voir. Là. Premièrement, il est très petit, 4 à 8 cm, mais il va se cacher dans le sable, comme on voit ici. Donc, seulement ses yeux et sa bouche vont sortir pour qu'il puisse voir. Donc, il dépend vraiment d'un sol sablonneux en santé. Puis, quand il est présent dans un milieu, c'est que le milieu est sain. Ensuite, on a le fouille roche gris. Donc, ça aussi, c'est un tout petit poisson, 5 à 8 cm. Se nourrit principalement d'insectes aquatiques. Il vit dans le fond de gravier, de sable, et il vit dans les courants modérés à rapides. Ensuite, on a le ménéderme. Lui est considéré comme vulnérable au Québec et préoccupant au Canada. 4 à 7 cm, on voit sa belle ligne horizontale très caractéristique. Cette espèce-là est un bon indicateur de la santé des milieux aquatiques végétalisés. Donc, lui, il dépend vraiment de la végétation aquatique pour survivre. Parce qu'il se reproduit dedans, il fait ses œufs dedans et il se nourrit aussi de zooplancton. Donc, ça, c'était pour nos très petits poissons. On imagine bien que les très petits poissons sont le bas de la chaîne alimentaire. Donc, s'il y en a moins, bien, tout ce qui en découle est impacté également. Leur principale menace, la pêche accidentelle, la tonte ou le retrait de végétalisation en rive, l'utilisation d'engrais, le ruissellement provenant des pelouses et des surfaces imperméables favorisant l'érosion, et la turbidité ou la pollution de l'eau. Donc, quand l'eau est brouillée, là, ça vient mélanger le fond. Donc, avec, par exemple, le dord de sable qui dépend des fonds sablonneux, bon, on peut comprendre qu'ils n'aiment pas tant ça. Ensuite, nos grands poissons. On les connaît un petit peu plus parce qu'on les a peut-être déjà vus. On a l'esturgeon jaune. Donc, au Québec, qui est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable, au Canada, il n'est pas considéré comme en péril. C'est vraiment un poisson opportuniste qui mange de tout. Ce qui est impressionnant de ce poisson-là, c'est qu'il peut vivre jusqu'à 100 ans. Sa maturité sexuelle est de 8 à 32 ans, mais c'est à chaque 4 à 10 ans qu'il peut se reproduire.
Donc, c'est très long, puis ça arrive tard. Ensuite, on a l'anguille d'Amérique, qui est considérée susceptible d'être menacée ou vulnérable au Québec et menacée au Canada. Elle se nourrit d'invertébrés et de poissons. Elle peut mesurer jusqu'à 1 mètre, c'est moins impressionnant que l'esturgeon, mais quand même. Et un fait intéressant sur l'anguille d'Amérique, c'est que tous les anguilles dans le monde se reproduisent seulement dans la mer de Sargasse. Donc, ils font d'immenses migrations pour se reproduire, pour ensuite revenir sur le territoire. Ensuite, on a le chat-fou des rapides, aussi appelé la barbotte des rapides. Donc, son état, c'est susceptible d'être désigné menacé ou vulnérable au Québec, puis elle n'est pas considérée comme une espèce en péril au Canada. Ça se nourrit principalement d'insectes immatures, mais aussi de mollusques, d'écrevisses, de petits poissons et de plantes. C'est une espèce principalement active la nuit. Elle possède de petites épines veineuses sur les nageoires pectorales. Ça peut faire extrêmement mal quand ça pique, mais ce n'est pas mortel. Mais ça fait très mal. Et ça joue un fort rôle sur l'équilibre des communautés. Donc, leur principale menace, c'est l'aménagement des rives, l'érosion des berges, l'apport en polluants domestiques, le braconnage, genre les péchés quand on n'a pas le droit, et les obstacles dans les cours d'eau qui nuisent à la migration, par exemple, à l'anguille d'Amérique. Les moules d'eau douce, aussi appelées, leur vrai nom là, pour les moules d'eau douce, c'est les mulettes, mais c'est moins connu. Fait qu'on dit moules d'eau douce, mais c'est pas leur vrai nom. Donc, il y a 4 espèces en péril dans nos rivières. Il y a l'Aubavari olivâtre, qui est menacé au Québec et en voie de disparition au Canada. Donc, ça se déplace extrêmement lentement au fond grâce à son pied, un muscle qui lui permet d'avancer pas par pas. Donc, on va le voir sur une autre photo d'un autre moule. Celle-là, on ne le voit pas son pied, mais je vais pouvoir vous montrer sur une autre photo. Ça vit près de 80 ans, ce qui est quand même impressionnant. Et tous les types de moules sont un filtre pour l'eau. Donc, elles vont filtrer l'eau, ce qui vont la décontaminer, qui est vraiment impressionnant. Donc, ça se nourrit de petites particules en suspension. Donc, en se nourrissant, elles filtrent l'eau. Puis ça vit dans le sol, presque tout immergé pour certaines, d'autres moins. Il y a le leptodé fragile. Donc, celle-là, il y a un petit aileron comme un requin. Il y a de 5 à 10 cm. La coquille est très mince et fragile. Donc, mais malgré que sa coquille est plus mince et fragile, ça vit quand même de 10 à 20 ans, là, ce qui est quand même impressionnant. Elle se nourrit également de particules en suspension. On a ensuite la Potamille ailée, qui a également un petit aileron ici dans le haut. Elle peut atteindre jusqu'à 15 cm et elle peut vivre de 20 à 40 ans. Les larves utilisent principalement les tambours d'eau douce et certains poissons de grande taille comme hôtes. Plusieurs moules vont utiliser les grands poissons comme hôtes pour se reproduire, pour se déplacer. Et certaines moules vont utiliser l'esturgeon jaune. Donc, quand l'esturgeon diminue, les moules aussi diminuent. Donc, c'est une réaction en chaîne. C'est la même chose pour l'anguille d'Amérique. Certaines moules vont s'accrocher dessus. Donc, si les anguilles diminuent, les moules également. Ensuite, il y a l'Alicynidonte rugueuse. Et là, ici, on le voit sur cette photo-là. C'est cette photo-là que je voulais vous montrer. On voit son pied qui lui permet de se déplacer. Donc, on dirait une petite langue qui sort, là, mais ça lui permet de se déplacer dans le fond de l'eau, ce qui est quand même impressionnant. Ça peut vivre jusqu'à 50 ans, cette espèce-là. Et elle filtre plusieurs dizaines de litres d'eau par jour. Et encore une fois, elle s'accroche sur les différents poissons hôtes. Donc, leur menace, le déclin des poissons hôtes, les poissons qu'on a vus juste avant, l'entretien des berges, l'érosion des rives. Il y a plusieurs moules qui vivent dans le sol, donc s'il y a de l'érosion, ça vient impacter leur habitat. L'apport en contaminants et en nutriments provenant du ruissellement. Il va nous rester les tortues. Donc, il y a la tortue des bois qui est vulnérable au Québec, menacée au Canada. Elle est omnivore, elle se nourrit de vers, d'insectes, de fruits, de champignons, de végétaux, vraiment de tout, un peu comme nous.
C'est une des rares tortues qui va vivre beaucoup en dehors de l'eau. Les femelles pondent les œufs à la fin mai, début juillet, dans des sols sablonneux et graveleux. Donc, elle est reconnaissable par sa carapace plutôt foncée avec des sillons, des crêtes qui rappellent un peu du grain de bois. Ses pattes sont comme orangées rougeâtres, puis elle est environ 14 à 20 cm de grandeur. On a ensuite la tortue géographique. Elle est vulnérable au Québec, préoccupante au Canada. Elle se nourrit principalement de mollusques, d'insectes aquatiques, d'écrevisses. Elle passe la majorité de son temps dans l'eau. Donc, contrairement à l'autre, elle est beaucoup plus aquatique. Et les femelles peuvent être jusqu'à 3 fois plus grosses que le mâle. Donc, c'est quand même une caractéristique typique de cette tortue-là. Où la carapace a des petites lignes jaunes et elle a autant sur sa carapace, sur son cou, sur sa tête. Et elle atteint de 10 à 27 cm. Les oiseaux existent, que l'humain ou non soit là. Les oiseaux vont exister, ils vont continuer à faire la chaîne alimentaire, ils font partie du processus normal. Ce qui arrive ici, c'est vraiment que l'humain vient modifier l'environnement, ce qui se crée une pression supplémentaire. Si on avait seulement les oiseaux qui viendraient manger ces espèces-là, ou les autres poissons, ou les canards, bien à ce moment-là, on n'a pas une pression supplémentaire. C'est juste la pression normale, comment les espèces se sont adaptées. Mais là, avec les actions humaines, on crée de la pression supplémentaire. Donc, les menaces des tortues, la perte de végétalisation des rives et d'habitat, les dérangements humains, mais c'est beau une tortue, on a envie d'aller les voir, mais eux, ils veulent nous voir de loin, le moins proche possible, et la circulation près des berges qui vient nuire à leur habitat. Donc, passez à l'action. Première chose, pour protéger les espèces aquatiques, bien, on relâche les captures qu'on a faites par accident. Donc, si on pêche une espèce qu'on ne pouvait pas, bien, on la relâche le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles pour lui laisser une chance de survie. Donc, il est interdit de capturer et déplacer les moules d'eau douce. Donc, on doit les laisser où qu'elles sont. Donc, on essaie de les contourner quand on ne les voit pas. Il y en a plusieurs qui sont très enfouis dans le sol. Il y a très peu qui sortent. Si on ne les voit pas, on ne les voit pas. Mais quand on en voit, bien, on essaie de ne pas les piétiner naturellement. Donc, réduire l'apport en polluants. Donc, on évite au maximum l'utilisation de fertilisants, de pesticides près de l'eau. Pour votre information, là, il est interdit d'utiliser à moins de 3 mètres d'un cours d'eau des fertilisants ou un pesticide. Donc, important. Hors rive, on opte pour une pelouse avec trèfle. Donc, une pelouse avec le moins d'entretien possible parce que plus on fait de l'entretien, plus on a un risque de contamination. On entretient et on vide régulièrement notre fosse septique pour éviter des débordements qui pourraient contaminer la rivière. Et on ne dépose pas tout ce qui est rognure de gazon, feuilles, branches coupées, compost dans la bande riveraine, parce qu'en se décomposant, bien, ça apporte des nutriments supplémentaires dans la rivière, ce qu'on ne veut pas parce que ça vient modifier le milieu. Donc, si on veut composter, on le fait loin de la berge. Prochaine solution, retenir l'eau de pluie sur son terrain. Quand il pleut des grandes quantités, le ruissellement va emporter l'eau qui ruisselle va emporter avec elle bien, les contaminants, les sédiments, tout ça. Donc, en la retenant, on lui permet de s'infiltrer dans le sol, donc d'être filtré par le sol puis de retourner à la rivière beaucoup plus propre. Donc, on privilégie des surfaces perméables comme du gravier, du pavé alvéolé. On enlève au maximum tout ce qui permet à l'eau de s'écouler et ne pas s'absorber dans le sol, comme par exemple l'asphalte. Là, ça, c'est le meilleur exemple de l'eau ruisselle de chaque côté, puis ensuite, ben, l'asphalte n'absorbe pas du tout. On peut utiliser un baril récupérateur d'eau de pluie pour arroser chez nous parce que quand on va arroser notre potager, nos fleurs, on va mettre une petite quantité d'eau. Donc, l'eau va ensuite pouvoir s'infiltrer dans le sol, va être filtrée. On peut créer des zones végétalisées parce que les végétaux vont absorber l'eau. Et on peut aussi aménager un jardin de pluie. C'est un des aménagements qui est possible de faire chez vous. Donc, un jardin de pluie, c'est quoi? C'est un aménagement plus profond qui sert à capter l'eau de pluie qui provient du toit. Et l'eau du toit et qui permet son infiltration. Donc, j'ai un petit schéma ici. Ça se situe à 3 à 9 mètres de la maison. On va la gouttière qui va soit être prolongée ou qui va avoir un petit chemin d'enrochement pour mener l'eau. Il va avoir une petite cuvette creusée qui va être végétalisée avec
des espèces qui tolèrent autant l'eau qu'une période un peu plus sèche. Et c'est quand même une des contraintes, c'est que c'est 10% de la surface du toit de la maison qui est détournée dans le jardin de pluie. Donc, ça peut prendre un certain espace en fonction de la quantité de l'espace sur votre toit. C'est aménagé sur une surface gazonnée, éloignée des infrastructures, des arbres et des zones ombragées. Fait qu'il y a quand même quelques contraintes pour le jardin de pluie. Donc, quelques photos de à quoi ça pourrait ressembler un jardin de pluie. Là. Donc, on a à gauche 2 photos de l'OBV Yamaska et à droite 2 photos de l'OBV B Missisquoi qui ont toutes deux fait plusieurs jardins de pluie. Donc, comme on voit, c'est un aménagement paysager. Quand on voit du dessus, ça n'a pas l'air tellement creusé parce que les végétaux et le paillis viennent apporter ça quasiment au même niveau que le sol, mais ça peut quand même contenir une certaine quantité d'eau qui lui permet ensuite d'être infiltrée tranquillement dans le sol à la place de ruisseler sur le terrain puis de rejoindre la rivière le plus rapidement possible. Une solution qu'on répète année après année, mais qui est toujours aussi bonne, c'est d'avoir une bande riveraine naturelle. Donc, la bande riveraine au Québec, c'est une zone protégée et réglementée. C'est une bande de végétation naturelle située en bordure des cours d'eau, des rivières, des lacs. C'est la zone de transition entre l'écosystème aquatique et terrestre. La bande riveraine, où qu'elle commence, à peu près, c'est où l'eau atteint le plus haut au printemps. Approximatif. Donc, en fonction de la pente, on parle d'un 10 à 15 mètres. À partir de cette ligne, vers l'intérieur du terrain, on parle de la grandeur d'un autobus scolaire. Donc, à droite, on voit une pente de moins de 30%. Donc, c'est une bande riveraine de 10 mètres. Alors qu'à gauche, on voit une pente de plus que 30%. Alors, c'est une bande riveraine de 15 mètres. Plus la pente est à pic, plus on va vouloir une bande riveraine parce que les racines des végétaux vont retenir le sol. Donc, en retenant le sol, on diminue les risques d'érosion. La bande riveraine peut également être identifiée en fonction des végétaux. En bas, on va avoir les végétaux qui vont vivre dans le milieu aquatique. Puis plus on va monter dans la bande riveraine, plus on va avoir un changement de végétaux pour avoir finalement des végétaux terrestres, donc qui ne vivent pas dans l'eau. Donc, ce changement-là indique également elle est où la limite des hautes eaux. Son rôle, c'est un filtre naturel. Donc, les plantes retiennent les nutriments, les polluants, les sédiments avant qu'ils atteignent le cours d'eau. Donc, en retenant tout ça, ça ne vient pas contaminer le milieu. Ça fait une protection contre l'érosion parce que toutes les racines viennent retenir le sol. C'est un habitat également pour la faune, donc les oiseaux, les insectes, les tortues. Ça occupe le rôle de protection de l'eau. Les arbres qui vont venir faire de l'ombre sur les cours d'eau vont permettre à l'eau d'être plus froide, qui va être un meilleur habitat pour les différents poissons qui vivent dans cette eau plus froide. Moins il y a d'arbres qui protègent la rivière, plus l'eau, la chaleur va augmenter. Donc, ça devient un milieu de moins en moins accueillant pour les différentes espèces qui y vivent. Ça permet aussi une haie brise-vent. On le voit de plus en plus, les vents très forts. Un arbre seul avec beaucoup de vent, c'est plus fragile qu'une forêt entière avec bien du vent. Donc, quand on a une belle bande riveraine, ça agit comme une haie brise-vent. Ça augmente aussi la qualité du paysage avec une diversité de végétaux, des couleurs, des textures différentes. Et ça nous crée une certaine intimité face aux pagayistes, par exemple, qui passent sur la rivière. Donc, la réglementation, il est interdit de déboiser ou retirer les végétaux déjà existants, de tondre le gazon jusqu'au bord de l'eau, de rembrayer ou modifier le terrain, d'ajouter du sable ou de créer ou d'agrandir une plage, de construire ou d'aménager sans autorisation préalable. Donc, tout aménagement doit être demandé à la municipalité. Utiliser des pesticides et des fertilisants, même naturels, organiques, là, pas à moins de 3 mètres. Déverser des résidus, des branches du gazon, des déchets. Donc, comme je vous ai déjà dit, on ne met pas toutes nos coupures de végétaux dans notre bande riveraine. On s'assure que notre fosse septique est entretenue pour pas qu'il y ait une surverse dans la rivière.
On stabilise la rive avec, c'est interdit de stabiliser la rive avec du béton ou de l'enrochement. C'est un aménagement, donc ça nécessite des permis auprès des différentes municipalités. Il est interdit de retirer les plantes aquatiques ou de modifier quoi que ce soit qui est dans l'eau. Ça appartient au littoral, donc on n'a pas le droit de le modifier. Et faire des travaux qui favorisent l'érosion et le ruissellement dans le cours d'eau. De l'autre côté, il est permis de planter des végétaux. Le premier point, ça, oui, on peut en ajouter. Pas des envahissants, par exemple, hein, s'il vous plaît. Couper et entretenir une voie d'accès minimale. Donc, on a le droit à un accès à l'eau, mais le plus petit possible, le plus petit est le mieux pour la nature. Et on ne la fait pas tout droite, parce que si on la fait tout droit, ça favorise l'érosion. Donc, on essaie de la faire en angle, parce que l'eau, elle, va continuer sa trajectoire tout droite, alors que si on est en angle, ben, il va y avoir plusieurs couches pour retenir l'eau dans notre sentier pour se rendre. Lorsque la pente de la rive est très forte, couper certaines roches à plus de 1,5 m du sol afin d'amener une petite ouverture visuelle vers l'eau d'une largeur maximum de 5 m. Donc, si vous avez un très grand talus, il est possible de couper des branches jusqu'à 1,5 m du sol pour avoir une certaine vue, maximum 5 m de large, mais comme pour l'accès, le plus petit est le mieux parce qu'on permet aux végétaux de pleinement se déployer. Un arbre mort encore debout, ça s'appelle un chicot. C'est un habitat pour plein d'oiseaux qui nidifient. Donc, par exemple, des chouettes qui peuvent venir s'installer dedans. Donc, s'il ne menace personne, il est encore debout, bien fort, on le laisse-le. S'il menace de se tomber sur votre maison, en ce moment-là, c'est un permis à la ville. S'il tombe du côté de la rivière, bien, une fois tombé, il devient un habitat pour différents poissons dans l'eau. Donc, encore une fois, on le laisse là parce qu'il participe à la vie aquatique. Donc, il fait partie de l'écosystème. Donc, ici, quelques images de bandes riveraines. Ce sont des plantations qui ont été faites. Donc, quels aménagements on offre? On a fait des bandes riveraines. Donc, on fait la plantation d'arbustes indigènes avec la possibilité de quelques arbres. Toutes les plantations sont réalisées à l'automne. C'est là que le plus faible taux de mortalité, le plus haut taux de survie. Donc, on tient compte de ce qui est déjà en place chez vous. On maintient l'accès à l'eau si vous en avez déjà un, puis on permet de conserver une vue sur la rivière. Là. Donc, nous, vraiment, c'est Marie-Pierre qui fait les plans avec vous. Marie-Pierre, elle va voir avec vous quel type de différents végétaux vous aimeriez. Est-ce que vous voulez une bande riveraine plus comestible avec des petits fruits? C'est possible. Si vous voulez une vue un peu plus dégagée, il y a des choix de végétaux qui est possible de mettre pour avoir une vue plus dégagée. Donc, si vous aimez observer les papillons, les oiseaux, il y a d'autres végétaux pour les attirer. Donc, tout ça, c'est une discussion avec vous pour avoir une bande riveraine qui correspond à vos besoins, à vos désirs. C'est votre milieu de vie. Pour le jardin de pluie, on s'occupe aussi de tout. Donc, dès les plans, vous allez être là. Donc, c'est nous qui engageons l'entrepreneur pour faire l'excavation. On fait la plantation des végétaux qui ont choisi ensemble pour avoir des fleurs que vous aimez. Donc, on fait le détournement de la gouttière, le paillage, tout. C'est possible, tout ça gratuitement, grâce à nos différents partenaires financiers qui ont embarqué dans le projet pour sauver les différentes espèces en péril. Donc, pour moi, ça fait pas mal le tour des informations.